Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel esprit public, au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l'Institut français de géopolitique, Nicole Niesotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, et Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « C'est qui les patrons ?» Il est chapeauté ainsi, alors que la taxe Zuckman s'inscrit dans le débat, le MEDEF a déclenché un feu nourri contre cette mesure de justice fiscale qui ne concernerait qu'une infime partie de ses rangs. De nombreux petits patrons n'ont d'ailleurs pas suivi, zoom sur un monde hétérogène où les plus gros ont une puissante capacité d'influence. Notre prochain enregistrement public à l'école alsacienne aura lieu le dimanche 2 novembre, on peut déjà s'y inscrire, et mercredi, nous mettrons en ligne un nouvel épisode de notre série « Si c'est pour la culture », on a déjà donné. Toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique, ou compendium, auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Quand je dis que vous pouvez vous y abonner gratuitement, cela ne défend à personne de contribuer à notre financement, puisque la saison qui permet de contribuer en étant défiscalisé pour ses revenus de 2025, la saison a commencé, elle se terminera le 31 décembre. N'hésitez pas à, dès maintenant, entrer dans cette contribution qui est indispensable à notre fonctionnement. Intéressons-nous maintenant à cette espèce de bateau ivre ou de chamboule-tout qui est la situation politique française, où 4 gouvernements en 16 mois, un président affaibli, une assemblée fragmentée, le pays semble pris dans un tourbillon sans fin. La présentation dimanche soir par Sébastien Lecornu d'une équipe resserrée de 18 membres dans laquelle les traces de la rupture annoncée par le nouveau Premier ministre n'étaient pas très apparentes. Cette présentation a été vivement critiquée à droite comme à gauche. Lundi, en quelques heures, les Français ont assisté à la démission d'un Premier ministre, Sébastien Lecornu, nommé 27 jours plus tôt, puis en fin d'après-midi à la désignation par le président de la République du même, Sébastien Lecornu, pour une mission de 48 heures, ayant pour but, je cite, de définir une plateforme d'action et de stabilité, fin de citation, soit précisément ce que le Premier ministre démissionnaire n'avait pas réussi à faire. Monsieur Lecornu a accepté, tout en faisant savoir qu'il ne redeviendrait pas chef du gouvernement, même dans le cas très hypothétique d'une réussite de ces discussions. Estimant qu'il existe une majorité absolue de députés opposés à la dissolution, Sébastien Lecornu a affirmé mercredi dernier sur France 2 que les conditions étaient réunies pour que le président nomme un nouveau Premier ministre dans les 48 heures. La première option pour le président de la République est donc de nommer un nouveau chef du gouvernement. En cas d'échec, un deuxième scénario serait une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale et un retour aux urnes. Et un troisième scénario serait celui d'une démission du président de la République. Demande exprimée par l'extrême droite, par LFI, mais aussi, après l'adoption d'un budget par l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, également dans les sondages, semble-t-il par une part majoritaire de l'électorat. La situation est inédite puisque les passations de pouvoir n'ont pas eu lieu entre les deux gouvernements démissionnaires. Dans ce cas-là, le décret publié au journal officiel fait foi, il l'a été publié dimanche soir. Les ministres démissionnaires sont donc bien ceux qui ont été nommés le 5 octobre. Cette équipe doit gérer les affaires courantes. Aucun texte n'indique ce que peut faire ou ce que ne peut pas faire un gouvernement démissionnaire, mais ses prérogatives sont limitées. Il s'agit de faire face aux urgences, d'assurer le fonctionnement minimal de l'État ainsi que sa continuité. Le gouvernement peut mettre en application des lois déjà votées, mais il ne peut pas déposer de nouveaux projets. Généralement, le Conseil des ministres ne se réunit pas en période de gouvernement démissionnaire. Si l'incertitude politique ne se traduit pas à ce stade par une crise économique aiguë, elle a toutefois déjà provoqué 2 cassures dont les effets se feront sentir sur le long terme, le déclassement de la France sur les marchés
et la gamme des investissements. Je rappelle à nos auditeurs et à nos auditrices que nous enregistrons cette émission vendredi matin, c'est-à-dire avant que, dans sa sagesse, le président de la République ait désigné un nouveau Premier ministre, mais que, fidèles à nos traditions et à nos grands principes, nous saurons nous tenir nos commentaires à un niveau tel qu'ils puissent convenir à n'importe quel Premier ministre qui sera nommé d'ici le moment, ou qu'il ne le sera pas d'ailleurs, tant le chamboule-tout va dans tous les sens, d'ici la diffusion de cette émission, c'est-à-dire 48 heures après son enregistrement. Sur ce premier sujet, Marc-Olivier Padis. C'est une invitation un peu particulière, mais on va se plier à l'exercice. Un mot d'abord sur l'atmosphère. Je suis un peu surpris par cette ambiance de frénésie mauvaise, d'excitation du commentaire autour de ces péripéties. Parce que certes, on a rarement connu un tel chamboule-tout, mais en même temps, les termes de l'équation sont connus depuis juillet 2024, et l'équation, elle n'a pas bougé. C'est-à-dire qu'il y a une arithmétique parlementaire, il faut trouver une majorité. Personne ne le veut. Je trouve que c'est autant la responsabilité du Palais Bourbon que de l'Élysée. Et donc, ce piétinement, en un sens, n'a rien de très surprenant, hélas. Et donc, ça ne mérite ni la dérision, les moqueries dont font à destination de la classe politique, qui, cependant, je ne dis pas qu'elle est à la hauteur, mais je n'aime pas cette ambiance de dérision, ni cette frénésie surjouée par les commentateurs qui donnent l'impression qu'il faut absolument prendre l'antenne pour commenter avec des envoyés spéciaux sur le terrain. On se demande vraiment quel terrain c'est. Et ça, je dois dire que l'idée d'être un envoyé spécial à l'angle de la rue de Marigny et de la rue du Faubourg Saint-Honoré est une chose dont on comprend bien pourquoi ceux qui sont chargés de cette mission ont fait généralement donc 5 ans d'études, par exemple à Sciences Po, puis ensuite 2 ans d'une école de journalisme. Bien heureux s'ils n'ont pas fait avant Sciences Po une année de préparation et avant l'école de journalisme une année de préparation, ce qui les met à peu près au niveau du nombre d'années d'études qu'il faut pour être médecin. Et je dois dire que entre être médecin et être posté à l'angle de l'avenue Marigny et de la rue du Faubourg Saint-Honoré, il me semble qu'il y a une vague différence de capacité et d'utilité sociale. Mais la voiture du ministre arrive, donc je vous coupe la parole, et donc pour cette information capitale. Le deuxième point, c'est, je trouve, il faut aussi souligner la catastrophe dans la catastrophe. C'est-à-dire, il y a une instabilité politique, mais il y a aussi un problème budgétaire à régler. Et la crise budgétaire, elle n'est pas la moins inquiétante de cette situation. Et donc, sans insister sur des chiffres rébarbatifs, il faut quand même rappeler que le dérapage des dépenses publiques et de la dette font qu'aujourd'hui, comme l'a dit Philippe, le coût de l'emprunt de la France est particulièrement élevé. J'ai, par le passé, dans ces émissions, à l'époque où on empruntait à 0% ou pratiquement, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, même l'Allemagne empruntait à des niveaux négatifs. Oui. Et à l'époque, je disais, il faudrait être fou pour ne pas emprunter quand on peut emprunter à 0. Mais alors, quand on est à 4%, là, il y a une vraie différence. C'est-à-dire que la charge de la dette va bientôt devenir le premier budget de l'État devant l'éducation nationale. Donc là, ça devient vraiment un sujet très sérieux. Et surtout, le risque, c'est d'arriver dans une spirale où le renforcement du coût de la dette par le remboursement s'accélère plus rapidement que l'enrichissement du pays. Et à ce moment-là, on rentre dans un cycle extrêmement complexe. Donc il faut absolument freiner ça. Et ça veut dire qu'il faut faire un effort sur plusieurs années de l'ordre de 120 milliards d'euros. Et donc c'est absolument considérable. C'est-à-dire que par ménage français, c'est un effort de 3 500 à 4 000 euros. Par ménage à faire. Donc, autant dire qu'il y a des choix difficiles qui nous attendent. Et on voit bien comment les deux crises se renforcent mutuellement. C'est-à-dire que l'instabilité politique crée une certaine incertitude sur les marchés qui fait monter les taux d'intérêt et donc qui rend plus compliqué, qui renchérit le coût de l'emprunt français. Et réciproquement, le fait qu'il y ait quand même peu de bonnes nouvelles à annoncer d'un point de vue budgétaire n'incite pas beaucoup de responsables politiques à prendre en charge le budget. Il faut un certain esprit de sacrifice aujourd'hui, et moi je trouve qu'il faut le reconnaître, pour accepter des responsabilités publiques dans ces conditions.
Troisièmement, on peut se poser des questions sur est-ce que nos institutions sont adaptées pour répondre à la situation inédite que nous connaissons et dans quelle mesure ces institutions ne sont pas elles-mêmes responsables de nos difficultés. Moi, je ne crois pas beaucoup. Bon, on n'est pas dans une situation, dans une conjoncture politique où on peut changer d'institution, donc je ne pense pas que ce soit à l'ordre du jour. Mais je diviserais la question en 2 points. D'abord, il y a la question du mode de scrutin qui est quand même assez important. Et puis, deuxièmement, il y a les responsabilités du président de la République dans l'usage qu'il fait des institutions alors qu'il est garant des institutions. Donc, sur le premier point, le mode de scrutin, il faut rappeler que quand Debré a écrit les institutions de la 5e, et François Bujon pourra me corriger si je me trompe, le souvenir de la 4e République était encore très prégnant pour les rédacteurs de la Constitution, et donc ils craignaient une instabilité parlementaire due à la fragmentation politique. Et donc l'idée d'un scrutin, celui qu'on connaît pour les législatives, donc uninominal majoritaire à 2 tours, était fait pour construire des majorités, et ça a marché pendant des années et des années. Ça a très bien marché, ça a donné des majorités très très fortes, et même en cas de cohabitation, finalement, il y avait quand même des majorités qui étaient contraires à celles de la couleur du président de la République, mais il y avait des majorités. Néanmoins, ce système a quand même aujourd'hui un inconvénient majeur, c'est qu'il impose aux électeurs de faire beaucoup de ce que les spécialistes du vote appellent du vote stratégique, et notamment avec le barrage républicain. C'est-à-dire il faut quand même il faut se représenter le fait que beaucoup d'électeurs ont le sentiment de ne plus pouvoir s'exprimer à travers le vote aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ils ne font qu'un choix par défaut. Ils ne votent pas pour Emmanuel Macron, ils ont voté contre Le Pen. Et de même aux dernières législatives, la question finalement c'était est-ce qu'on veut Jordan Bardella à Matignon ? Et beaucoup d'électeurs ont voté en répondant à cette question. Il faut se souvenir que des électeurs LFI ont voté pour Gérald Darmanin pour éviter l'élection d'un rassemblement national. Et donc ces électeurs, ils ont quand même le sentiment qu'ils n'ont pas vraiment voix au chapitre. Et par ailleurs, l'élection du président de la République au suffrage universel direct produit une situation où, si vous regardez le socle d'Emmanuel Macron au premier tour en 2022, en fait, il est autour de 20%. Et donc, vous avez en fait une adhésion au projet politique d'Emmanuel Macron, c'est 20% des électeurs au maximum. Et après, si vous avez un président de la République qui dit « bon, j'ai été élu sur mon programme, maintenant je l'applique parce que c'est ça la démocratie et j'ai la majorité pour le faire », non, il n'a pas vraiment la base sociale dans le pays. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire que cette base, en plus, s'est effritée, mais elle n'est pas vraiment présente. Donc, la responsabilité aujourd'hui, moi, là où je trouve que les parlementaires n'ont pas joué leur rôle vraiment dans cette crise, c'est que beaucoup de parlementaires ont été élus grâce aux voix du camp adverse. Et donc, il fallait que tous tiennent compte de ça. Ce que je viens de dire pour Emmanuel Macron, c'était vrai pour beaucoup des parlementaires qui ont gagné grâce au barrage républicain. Et ça aurait dû les pousser à davantage de conciliation, puisque eux-mêmes devaient leur élection, en fait, à l'effort qu'ont fait des électeurs de voter contre leur choix de cœur, disons, ou même de raisonnement. Alors pendant longtemps, je me suis dit, c'est bien, c'est pédagogique, parce que les gens sont obligés de comprendre que la politique, c'est le moindre mal. Mais il y a un moment quand même où, quand élection après élection, on ne peut pas voter pour le candidat qui correspond à vos idées, ça produit une grande frustration démocratique. Et à mon avis, c'est ça la grande frustration démocratique. Et puis très rapidement, mon deuxième point, c'est que donc, les rédacteurs de la Constitution de la Ve République avaient prévu pour discipliner le Parlement un arsenal d'outils absolument extraordinaire. Le vote bloqué, le 49.3, on a même vu le renvoi en commission mixte paritaire d'un texte du gouvernement lui-même, enfin des choses quand même assez baroques. Et en fait, je pense que là,
il y aurait quand même des choses à toiletter pour redonner aux parlementaires la possibilité de débattre, parce que sur la loi du plomb concernant l'agriculture, il n'y a pas eu de débat. Sur la réforme des retraites, même si on dit ça a été fait dans les formes, mais justement les formes permettent de suspendre le débat, et ça devient un problème. Donc il faut un Parlement qui puisse parlementer, encore faut-il des parlementaires qui prennent leurs responsabilités. Béatrice Dublin. Oui, effectivement, la situation et le thème de Chamboule-Tout, moi, m'a beaucoup plu quand Philippe nous l'a proposé. Quand on regarde un peu les choses, on a un président dont on a vraiment l'impression, le sentiment, qu'il ne comprend pas le pays. Il ne comprend pas ce qui se passe, il ne l'entend pas. Il est tout à son affaire sur le champ international, ou se faisant applaudir à l'ONU, ou allant encore avec une certaine aura dans des conseils européens. C'est autrement plus valorisant que d'être les mains dans le cambouis à essayer de sortir une situation interne. Et je pense qu'il donne en tout cas l'impression qu'il ne prend pas vraiment la mesure et au sérieux, et son silence depuis déjà quelque temps est de mon point de vue préoccupant. Enfin, vaut peut-être mieux qu'il se taise dans la mesure où il est tellement détesté désormais que peut-être moins il en dit, mieux ce sera. Après, c'est sur le plan démocratique, on dit toujours, au fond, il est important qu'on retourne aux urnes, 5 ans c'est trop long. Mais que représentent aujourd'hui les partis ? Qu'est-ce qui compose les militants des partis ? La moitié des militants sont des élus. Ils ont donc besoin d'être élus, c'est leur métier. Vous faites des assemblées générales de partis, c'est que des élus ou proches des élus ou assistants, néanmoins qui travaillent dans cette mouvance-là. Mais est-ce qu'on a encore beaucoup de militants qui militent simplement par conscience citoyenne, sans objectif d'avoir un poste à terme, à plus ou moins long terme ? Quand on regarde ce qui se passe soit chez les LR, soit au PS, si on regarde des partis qui ont été des partis de gouvernement, il n'y a plus de base. Il y a, pour ainsi dire, vraiment pas de troupes, si vous voulez, à part les professionnels qui, eux, en ont impérativement besoin. Et puis, ce qui me frappe aussi, c'est dès qu'on n'est pas d'accord, même au sein d'une famille de gauche, et je pense à la gauche, c'est le traître, la trahison. Ce qui se voit en ce moment, comme d'habitude, entre LFI et le PS. Bon, on vous l'avait bien dit, c'est des traîtres, ils vont y aller, ils veulent aller au pouvoir. Et sans véritablement... on est dans l'anathème, on n'est absolument pas dans la réflexion. Et c'est valable, je trouve, à droite comme à gauche. L'autre élément qui ne nous aide pas et qui n'aide pas la situation, c'est le patronat. Je trouve qu'on a un grand patronat qui fait preuve vraiment d'un non-sens de responsabilité citoyenne. Patrick Martin qui annonce son grand meeting où ils vont dire combien ils sont pas contents, mais alors au conclave au dernier moment sur la pénibilité de certains métiers et sur les carrières des femmes, on s'attendait à quelque chose. Non, il bloque. Donc ça aussi, je trouve que dans un moment difficile, ils ne font pas preuve de sens de l'État. Je pense au LR avec les retraites. On dit on va peut-être suspendre les retraites. Je ne parle pas si c'est une bonne ou une mauvaise situation. Mais quand on pense que les élus parlementaires LR n'ont pas tous voté la loi proposée par Borne, Elisabeth Borne, qui fait qu'elle a dû passer au 49.3, parce que des LR, à ce moment-là, jugeaient que cette loi était trop sévère, était trop dure, et que donc il fallait ne pas la voter, donc avec une belle hypocrisie se retranchant derrière ce qu'ils savaient être le 49.3, et qui aujourd'hui en font une ligne rouge en disant « Oh là, surtout pas, si vous commencez à dire qu'il faut le suspendre, alors là, moi, jamais ».
Bon, en écoutant l'ancien jockey qui est Bruno Retailleau. Mais c'est d'une hypocrisie, d'un non-sens de l'État, une fois encore. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire avec un personnel politique comme ça ? François Bujon de l'Étang. Je suis perplexe. D'abord, je crois qu'il faut reconnaître que la crise que nous vivons pour l'instant est une crise grave. Très grave même. Elle rappelle à mains égards la fin de la 4e République. Et ceux d'entre nous qui ont vécu ces années-là voient très bien comment il y a une résonance. Le changement de gouvernement, l'instabilité, l'absence de majorité. C'est aggravé pour aujourd'hui par les mœurs modernes et par le problème de l'impopularité du président de la République. Mais enfin, il y a vraiment des résonances. La 4e République s'est effondrée à cause de la faiblesse de ses institutions et de la guerre d'Algérie. Et la 5e ne risque pas de s'effondrer, j'y reviendrai dans un instant, mais souffre d'un problème aussi important que l'était le problème de l'Algérie, qui est celui de la dette et de la crise des finances publiques dont personne ne veut s'occuper. C'est quand même le point, je pense, le plus crucial. Nous sommes en effet dans une situation... Alors, on entend beaucoup de choses et on entend beaucoup d'hyperboles, évidemment, de la part des uns et des autres, et singulièrement des médias. Une crise de régime, c'est une crise constitutionnelle, c'est la fin de la 5e République. Je repousse tout cela parce que ce n'est pas une crise de régime, pas encore. Ça tournera peut-être à la crise de régime, mais nous n'y sommes pas encore. Ce n'est pas une crise constitutionnelle, ce ne sont pas les institutions qui sont en cause, ce sont, et je reprends ce qu'a dit Marc-Olivier il y a un instant, c'est la façon dont nos gouvernants se servent des institutions qui est en cause, ce ne sont pas les institutions elles-mêmes. Et je ne pense pas que l'idée de vouloir réformer les institutions soit utile ou pertinente pour l'instant. Ce n'est pas du tout le cas. C'est une crise politique profonde, parce qu'il y a un président impopulaire, il est à 14% quand même maintenant, c'est-à-dire il est au plus bas, le point le plus bas qu'avait atteint François Hollande juste avant sa décision de ne pas se représenter. Et puis, une absence totale de majorité et la pusillanimité générale du corps politique. Donc c'est une crise politique. Et c'est une crise aussi, je pense, de la société, parce que celle-ci, au fond, ne pousse pas les politiciens à s'occuper des grands problèmes. Le grand problème, c'est la dette. Et quand nous aurons dans 6 mois ou dans 3 une crise financière, et que nous aurons sur le dos la Banque Centrale Européenne et le Fonds monétaire, nous comprendrons que le problème, il aurait fallu s'en occuper plus tôt. Mais malheureusement, ce sont des sagesses qui viennent un peu trop tard, tout cela. Nous sommes dans une impasse. Et le calendrier politique est en soi très embarrassant, parce que tout le monde a les yeux rivés sur 2027, qui est l'horizon, évidemment, de la prochaine élection présidentielle. Mais la crise des finances publiques, elle n'attend pas mai 2027, elle est immédiate. Et le fait que personne, ni à droite, ni à gauche, ne propose des solutions pour essayer de résoudre le problème du déficit public et de la crise, on l'appelle budgétaire par commodité, mais c'est vraiment une crise de la dette en réalité, est compréhensible. Il faudrait des mesures radicales et difficiles. Personne n'a envie de prendre la responsabilité de les proposer, alors qu'il faut se faire réélire ou réélire en 2027. Donc c'est ce décalage dans le calendrier qui crée un problème. Parce que si vraiment il n'y a que 3 solutions, comme on l'a beaucoup dit ces temps-ci, qui sont la coalition, la dissolution ou la démission du président de la République, aucune n'est satisfaisante. La coalition, on n'arrive pas à la faire. Même au sein de partis qui sont alliés les uns aux autres, on voit très bien les lignes de fracture. Ils se dispersent. Et il y a une dissolution générale de l'esprit de coalition pour l'instant, je trouve. La dissolution est une mauvaise solution parce que il y a tous les risques, la précédente n'étant pas si lointaine,
que l'électorat renvoie finalement la même absence de majorité, les mêmes 3 blocs qui se neutralisent. Et quant à la démission, elle n'est pas dans les mœurs de la Ve République. Et si démission il doit y avoir, il faudrait que ce soit une démission préparée, un peu comme l'avait été celle du général de Gaulle en 1969. Je ne veux pas dire qu'il l'avait préparée, mais il avait choisi avec ce référendum une espèce de suicide politique. J'ai vécu cette époque à l'Élysée pour ma part, et j'en ai des souvenirs très vifs. Et il avait annoncé qu'en cas de résultat négatif, il partirait. Donc tout le monde a eu le temps de se préparer à l'éventualité que le président de la République démissionne. Et quand il a démissionné, Pompidou, qui était un candidat naturel à sa succession, était parfaitement prêt. Son programme, son discours, son équipe. Donc il faudrait se donner du temps. Et au fond, la suggestion qui a été faite par Édouard Philippe est intéressante. D'autres l'ont faite aussi, qui consiste non pas du tout à démissionner dans l'instant sous la pression de tel ou tel parti ou bien de l'opinion publique, mais à annoncer longtemps à l'avance que l'on avance la date de l'élection présidentielle. C'est peut-être une solution. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous ne pouvons pas attendre mai 2027 pour nous occuper du déficit des finances publiques et du problème de la dette, et que personne n'a de solution à cette espèce d'impasse. Nicole Nisotto. Alors, d'abord, pour élever le débat encore plus que d'habitude, ce qui est difficile dans ce groupe, mais je voudrais commencer par citer Jean de La Fontaine, qui a été le premier écrivain en France à utiliser l'expression « tomber de Charybde en Scylla » dans une fable qui s'appelle « La vieille et les 2 servantes » et qui se termine ainsi. C'est ainsi que le plus souvent, quand on pense sortir d'une mauvaise affaire, on s'enfonce encore plus avant. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver à ce pauvre pays. Et moi, premier point que je voudrais soulever, c'est de savoir si cette crise politique française est propre à la France. Il y a une spécificité française qui fait que ça n'a rien à voir avec les autres pays européens, ou si quand même il y a dans ce que nous vivons un lien, une cohérence avec la crise de la démocratie représentative qu'on voit un peu partout en Europe. Et moi, je suis persuadée qu'il y a un lien, ce qui rend la chose encore plus complexe. Mais pour essayer donc de débattre de cette question, qu'est-ce qu'il y a de spécifiquement français dans cette crise? Bon, c'est premièrement la personnalité du président de la République, très égotique, très verticale, tout cela on l'a déjà dit. Deuxièmement, le régime présidentiel, non pas en tant que lui-même, en tant qu'institution lui-même, mais l'hyper-présidentialisation que le président de la République a amené à ce régime. On est le seul en Europe à avoir ce type de choses, sauf peut-être la Turquie, mais c'est pas un pays de l'Union européenne. Troisièmement, du coup, l'absence totale de culture de compromis qui remonte peut-être à 1789, où il y a des vainqueurs, des vaincus, et on coupe la tête de ceux avec qui on n'est pas d'accord, mais qui remonte surtout à la 4e République. Il faut quand même se souvenir que de 47 à 58, on a eu 24 gouvernements. 24 gouvernements, donc on en est loin encore. Là, on est à 7 premiers ministres. Et donc on a et surtout, la spécificité française, je crois, c'est on a 2 extrêmes politiques. On a partout en Europe des extrêmes droites. La France est le seul pays où il y a presque à égalité, mais une extrême gauche extrêmement puissante, extrêmement populaire, qui n'existe pas ailleurs, un peu en Grèce, un peu en Espagne, mais de façon très minoritaire. Et donc, cela donne à la crise politique française quelque chose d'effectivement de très national, de très marqué dans notre histoire nationale. Mais en même temps, on est obligé de faire le lien avec une crise plus profonde, beaucoup plus grave, qui est celle de la crise de la démocratie représentative dans l'ensemble de l'Europe, qui est marquée, ou en tout cas dont témoigne la montée partout en Europe des mouvements populistes, des partis d'extrême droite, alors qui ont des racines diverses. Beaucoup sont liés au refus de l'immigration, mais qui ont toutes quand même cette racine qui est de la déception vis-à-vis des partis traditionnels, de la déception vis-à-vis du bipartisme de l'après-guerre, du refus de la collusion des élites, qui est le terme le plus souvent employé, et qui, donc, ces partis populistes veulent essayer un autre modèle. Et je rappelle qu'au Parlement européen, on a 20% des députés qui ont été élus sur un thème anti-européen, anti-élitiste, anti-mondialisation, etc.
etc. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui relie la crise spécifique de la France et la crise européenne, que dans le dernier sondage que j'ai pu vérifier, on voit quand même que le Rassemblement national reste, comme il est depuis 2019, le premier parti de France en termes d'intention de vote. Et donc ça, je crois que c'est très inquiétant, parce que, autant François, vous avez raison, il y a une crise budgétaire nationale qu'il faut gérer, mais ça ne réglera pas cette crise générale de la démocratie qui est celle de l'ensemble du continent. J'ajoute d'ailleurs qu'il y a un point également qui nous rapproche des autres pays, qui est la crise de l'État-providence, c'est-à-dire cette espèce de désarroi ou d'absence de confiance, même de méfiance maintenant, de l'électorat populaire, d'une grande partie des classes moyennes, vis-à-vis d'un État-providence qui, avec une croissance qui est même pas de 1% prévue l'année prochaine, ne pourra pas remplir ses promesses d'autrefois, c'est-à-dire en termes de prospérité et de services publics. Donc je crois que c'est beaucoup plus grave en fait qu'une simple crise nationale. Je vous remercie, je vous propose que non. Béatrice Gibelin, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, juste un petit point. Je trouve qu'on a énormément de mal à faire comprendre des situations économiques et des situations démographiques. C'est-à-dire que les retraites sont confrontées, tu parles de l'État-providence, Nicole, sont confrontées à une augmentation de l'espérance de vie et du nombre de personnes très âgées par rapport à la population active qui doit financer les retraites des populations âgées. Partout en Europe, on a pu allonger le temps de travail sans des débats. Nous, ça fait des années, ça fait plus de 10 ans qu'on est en train d'essayer de résoudre ce problème-là. Qu'est-ce qui fait qu'on ait des syndicats qui n'arrivent pas à prendre en compte la présence de l'extrême gauche. Et comme le PS est à la traîne de LFI d'une certaine façon, il réclame, mais le RN aussi réclame ça. Et je voulais même dire que le LR, avant même le 49.3, réclamait aussi qu'on s'en tienne à 62 ans. Mais comment c'est possible? Dernier point, c'est comment aussi peut-on imaginer, comme le PS aujourd'hui, d'avoir 69 députés et réclamer d'avoir le poste de Premier ministre en disant qu'il va pouvoir faire passer un budget, et que c'est à lui, c'est son tour. Mais c'est absolument invraisemblable. Je vous remercie. Je vous propose que nous nous intéressions au deuxième sujet que nous avons retenu pour cette conversation, celui du mouvement Gen Z 212 au Maroc, qui a d'ailleurs des équivalents à Madagascar, au Népal et dans quelques autres endroits du monde dont on ne parle pas sans doute assez souvent. Le Maroc est le théâtre depuis la fin septembre de rassemblements quotidiens de jeunes protestataires, parfois mineurs, qui réclament de meilleurs services d'éducation et de santé. Début octobre, des débordements violents à proximité d'Agadir ont causé la mort de 3 manifestants. Face à une fièvre contestataire comme le Maroc n'en avait pas connue depuis la révolte du Rif en 2016-2017, le gouvernement semble pris de court. Parmi les jeunes urbains de 15-24 ans, la moitié est sans emploi et un quart a déserté l'école. Des marches spontanées avaient déjà eu lieu début juillet dans le Haut-Atlas pour l'accès à l'eau, poussant le roi Mohamed VI à manifester son refus d'un Maroc à 2 vitesses lors de son discours du trône le 29 juillet. Le mouvement actuel est spontané, sans tête d'affiche et assez flou sur le plan des revendications. Il n'a pas de plateforme ni de programme politique, mais il défend des grands thèmes sociaux. Né d'une indignation générale face à la mort de 8 femmes mi-septembre dans un hôpital d'Agadir après des accouchements par césarienne, il s'est structuré une dizaine de jours plus tard sur le réseau social Discord sous la bannière d'un collectif Gen Z 212, une déclinaison locale, 212 est l'indicatif téléphonique du Maroc, d'une génération Z, née donc entre 1997 et 2012, qui a déjà fait vaciller le pouvoir au Sri Lanka, au Bangladesh et au Népal, et qui a enfiévré plus récemment Madagascar. Connexion numérique, aspiration à la dignité, rejet de la vieille politique, la jeunesse marocaine se met au diapason d'un soulèvement transnational. Les jeunes Marocains se gardent toutefois de franchir une ligne rouge, la sacralité de l'institution royale.
Si nombre d'entre eux réclament la démission du chef du gouvernement, un homme d'affaires richissime, symbole d'une oligarchie conquérante, nul n'appelle à la fin de la monarchie malgré l'acuité des doléances sociales. Déjà électrique, le climat social n'a cessé de se tendre à mesure que les prestigieux projets lancés dans la perspective de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui s'ouvre fin décembre et de la Coupe du Monde de 2030 que le Maroc co-organisera avec l'Espagne et le Portugal, à mesure que ces prestigieux projets détournaient les financements des priorités sanitaires et éducatives. Le régime espérait désamorcer le ressentiment populaire dans le patriotisme sportif, il s'est trompé. Des écoles et des hôpitaux plutôt que des stades, clame la jeunesse soulevée. La Gen Z 212 braque une lumière crue sur l'envers de la vitrine scintillante d'un Maroc émergent. Le coup est rude pour l'image que le royaume aime à projeter de lui-même à l'étranger. Le roi Mohamed VI doit faire un discours d'ouverture de la session parlementaire ce vendredi, c'est-à-dire aujourd'hui même. Sur cette question, Béatrice Gibelin. Oui, cette révolte d'une jeunesse, parce que quand on voit les images, c'est tout à fait intéressant de voir combien les gens sont jeunes. 15 ans, 16 ans, 17 ans, c'est des lycéens, pour la plupart. Très mélangé. Je regardais avec les filles, certaines voilées, d'autres non voilées, le mélange des garçons et des filles ensemble dans ces mouvements, et qui, avec une certaine joie à ces manifestations. Je dirais que ce n'est pas tout à fait la même chose que ce qui s'est passé au Népal, ni que ce qui peut se passer au Bangladesh, ou à Madagascar. Où là, au Népal, on attaque là aussi la corruption au Népal, on attaque le népotisme, on attaque une classe politique qui se sert depuis de très très longues années. Et il y a eu un mouvement qui s'est traduit avec énormément de violence. On a mis le feu au palais royal, on a envahi les palais, on a eu une démission, on a d'ailleurs mis une femme comme Premier ministre, je ne sais pas combien de temps elle va pouvoir tenir. On n'a pas ça au Maroc. Au Maroc, on a un mouvement qui est effectivement né sur les réseaux sociaux. Alors ça sera peut-être le point commun à l'ensemble de ces mouvements, l'importance des réseaux sociaux. C'est-à-dire que dans ces pays dits du Sud, on a une jeunesse totalement connectée, très connectée. Et la représentation qu'on pouvait avoir, au fond, de n'avoir qu'une minorité appartenant à une élite qui avait accès effectivement à Internet et tout, non, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large et beaucoup plus diffusé. Elle l'est d'ailleurs beaucoup plus au Maroc qu'en Algérie. Le Maroc, jouant la carte justement des nouvelles technologies, d'Internet, a un ministère qui est tenu par une femme d'ailleurs sur Internet et l'importance des nouvelles technologies, le Maroc a joué cette carte-là. Et beaucoup de ces jeunes sont effectivement sur les réseaux sociaux de façon massive. Par ailleurs, c'est aussi une population qui est très nombreuse, une population très jeune. On a à peu près 32% de 15-24 ans au Maroc. Bon, ce qui représente à peu près, sur une population de 12 millions, ça fait quand même beaucoup de monde. 66% d'entre eux sont des citadins. Avec des villes moyennes qui ont connu une forte croissance par la croissance démographique. Un peu pour les très grosses, même beaucoup pour les très grosses par l'immigration, mais essentiellement par la croissance naturelle. Et puis, on a une population jeune qui a vu son niveau d'éducation considérablement monter dans un laps de temps assez court. C'est-à-dire entre 18 ans et 30 ans aujourd'hui, le nombre de Marocains qui ont fait des études, et plutôt de bonnes études, se retrouvent dans une situation extrêmement difficile, qui est une situation de chômage, avec une énorme frustration, mais des chômages qui peuvent monter à 40%, 50%, voire même 60%. Donc,
et ils acceptent des métiers qui sont très en dessous de leur qualification. Donc un sentiment de frustration, d'injustice. Les parents ont fait beaucoup d'efforts pour qu'ils puissent faire ces études, y compris dans des écoles privées. Donc il y a une révolte importante. Dernier point, l'importance de ces inégalités criantes au Maroc, entre effectivement un Maroc qui... Philippe a dit vitrine, il n'est pas que vitrine, parce qu'il se passe aussi des tas de choses réelles au Maroc. La liquidation d'un certain nombre de bidonvilles, y compris à Salé, à côté de Rabat, tout ça se voit et tout ça est réel. Mais, et ce qui me semble important et très différent par rapport aux autres, c'est qu'on ne touche pas au roi. Aucun d'eux ne demande la chute du roi. Ils sont... D'abord peut-être parce qu'ils ont un respect pour la monarchie, le commandeur des croyants, et qu'ils attaquent une classe politique affairiste, népotiste, très enrichie, incontestablement. Et c'est pour ça que le discours d'aujourd'hui du roi est très très important. Est-ce qu'il va... ils ont déjà éliminé un certain nombre de gens parce qu'on peut le faire. Est-ce qu'il va trouver les mots pour calmer une colère qui est effectivement profonde, mais qui ne réclame pas le pouvoir, qui réclame de la justice, qui réclame la santé, qui réclame l'éducation, mais pas la conquête du pouvoir. Aucun parti politique ne peut prendre la main sur eux. Marc-Olivier Padis. Oui, on est tenté de mettre en effet ces manifestations marocaines en lien avec un certain nombre d'autres qui se déroulent en même temps ou qui viennent de se dérouler. On a cité le Népal, Madagascar, l'Indonésie aussi. Alors là, il y a une très grande dispersion géographique. Ce sont des régimes politiques de nature différente. Donc, on hésite à faire des rapprochements. Et pourtant, il y a quand même 3 rapprochements. D'abord, il semble, comme vient de le dire Béatrice, que les revendications de ces manifestants très jeunes soient d'abord sociales avant d'être politiques. Deuxièmement, ce sont des mouvements décentralisés, coordonnés par des réseaux sociaux, l'usage de Discord. Et puis, c'est des mouvements qui ont entendu parler les uns des autres, et en témoigne le fait qu'ils ont utilisé un même symbole issu de la culture populaire japonaise, d'un manga. Donc, c'est une tête de pirate à chapeau de paille. Donc, de pirates qui partent à l'aventure, à la recherche d'un trésor et qui, justement, luttent contre une oligarchie corrompue, etc. Et donc, le fait que cette image se soit diffusée, je ne sais plus si c'est le Népal ou l'Indonésie au départ, mais en tout cas, jusqu'au Maroc, montre qu'il y a une certaine... on peut même pas dire convergence, il y a des échos, il y a des reprises. Moi, ça m'a fait penser, alors, le fait que des mouvements nombreux, jeunes, coordonnés par des réseaux sociaux, on en a déjà vu, et ça m'a fait penser à 2 séquences. D'abord, la séquence des révolutions de couleur entre 2000 et 2005, donc le renversement de Milosevic en Serbie en 2000, l'Ukraine en 2004, la révolution des roses en 2003, qui, là, c'était des pays contigus d'un point de vue géographique, qui sortaient de l'ancien bloc soviétique, et où, en fait, la problématique, sauf peut-être en Serbie, c'était quand même la lutte contre l'influence russe et le rattachement à l'Europe. Encore que pour la Serbie, c'est aussi le rattachement à l'Europe. Donc là, il y avait une certaine homogénéité et des modes d'action qui étaient assez proches, qui étaient des grandes manifestations de rue comme ça. Ensuite, la deuxième séquence, c'était les printemps arabes, 2010-2012, où le Maroc avait été touché, mais surtout la Tunisie, l'Égypte, la Libye et la Syrie, on s'en souvient, avec à la fois des manifestants très jeunes, des rues occupées, des réseaux sociaux qui permettaient de se coordonner, et des régimes qui se sont effondrés dans un premier temps, et en même temps des expériences qui ont mal tourné, on peut dire, en Tunisie, en Égypte, en Libye, en Syrie. Donc, et aujourd'hui, ce qui me rend perplexe, c'est qu'on voit des situations où des manifestations aujourd'hui se heurtent à la surdité du pouvoir. Notamment en Serbie,
Il y a des manifestations d'étudiants depuis plus d'1 an, après la mort de 15 personnes suite à l'effondrement d'un préau dans une gare qui a touché des étudiants. Et donc, il y a des très, très grandes manifestations en Serbie, dans tout le pays, encore plus importantes que les manifestations contre Milosevic. Et ça ne donne rien. Le président serbe reste complètement sourd. Le pouvoir ne vacille pas. Ça fait penser aussi à la situation iranienne, en fait, où vous avez eu des manifestations absolument considérables, une transformation de la société, mais des arrestations massives, des pendaisons absolument affreuses. Et en Géorgie, c'est pareil. On voit beaucoup de manifestations pro-européennes qui n'arrivent pas à changer le rapport de force politique. Et donc, je m'interroge sur cette impression que les manifestations aujourd'hui n'ont plus le pouvoir qu'elles avaient dans les 2 séquences précédentes. Et est-ce que les systèmes de pouvoir ont trouvé des moyens de contenir les choses ou de discréditer ces mouvements? Voilà, c'est une interrogation qui reste ouverte pour moi. Nicole Nisotto. Oui, alors qu'on parle de crise de la démocratie chez nous et en Europe, je trouve qu'il est heureux de voir, sinon des étincelles démocratiques dans le reste du monde, en tout cas des aspirations à davantage de liberté et de justice sociale qui prouvent quand même que cette aspiration a quelque chose d'universel. Alors moi, je vais insister plutôt sur le lien entre ces différents mouvements. Je suis d'accord pour dire que chaque pays a ses spécificités, mais quand même, il se passe quelque chose, me semble-t-il, de global, de mondial, pour reprendre les termes de mondialisation et globalisation. Qu'est-ce qu'on voit depuis 3 ans, quand on fait la liste des pays? 2022, au Sri Lanka, les jeunes renversent en 5 mois le pouvoir qui était en place depuis 20 ans. Au Bangladesh, en 2024, 6 semaines pour renverser la première ministre qui était en poste depuis 15 ans. Donc ça a un effet politique, Marc-Olivier. 2025, au Népal, 2 jours pour faire tomber le gouvernement népalais. En dehors de l'Asie, en Afrique, 2024, au Kenya, alors violemment réprimé, mais un mouvement qui s'appelle Mouvement des citoyens Génération Z, qui manifeste tous les mois de juin. Donc en 2025, ils ont remanifesté. Au Pérou, en 2025, en septembre, il y a quelques semaines, un nouveau mouvement qui s'appelle la Génération Z. À Madagascar, bien sûr, on en a parlé. Et bien sûr, au Maroc. Et donc, il y a quand même, quels que soient les continents, un mouvement de jeunes connectés, très jeunes, connectés, sans organisation, sans chef. Ce sont des générations qui n'ont jamais connu un monde sans Internet. Ce sont des générations pour qui le réseau social est un mode de communication dès le réveil, dès le départ. Donc, ils savent tout sur tout au même moment. Et donc, moi, je veux insister là-dessus. Et le deuxième point qui les rassemble, c'est que ce sont des mouvements qui naissent dans des pays qui ne sont pas des pays pauvres. Ce ne sont pas des pays sous-développés. Ce sont des pays en développement. Ce sont des pays de richesse, qui sont tous dans des régimes plus ou moins autoritaires, tous dans des régimes plus ou moins corrompus, mais encore une fois, qui ne sont pas des pays pauvres. Donc on a véritablement, si on reprenait la science politique classique, on est dans un moment, entre guillemets, qui pourrait être révolutionnaire dans ces pays. Et le troisième point, bien sûr, entre tous ces mouvements, c'est que ce sont des mouvements spontanés qui dépassent complètement les partis locaux, parce qu'ils naissent à chaque fois d'une étincelle dont les autorités n'avaient pas prévu qu'elle aboutirait à tout ça, un peu comme chez nous, les Gilets jaunes en 2018. Je regarde, à Madagascar, c'est des coupures d'eau et le délestage électrique plus que d'habitude. Au Népal, c'est l'interdiction de 25 réseaux sociaux par le gouvernement, dont Facebook et YouTube. Au Maroc, ce sont les 8 morts, effectivement, dans les hôpitaux, dans la maternité. En Indonésie, c'est le vote d'une indemnité complètement délirante pour les parlementaires qui a révolté l'ensemble de cette jeunesse qui n'en peut plus d'injustice sociale, etc. Donc, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très positif dans tout cela. Peut-être qu'il y a je peux rêver, avant, c'était prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Maintenant, ça peut être jeunes de tous les pays en développement, unissez-vous. La vraie question qu'il faut se poser, c'est quel est l'effet de contagion. Et il y a 2 pays, je crois, qu'il faut surveiller. En Afrique, Maghreb, c'est l'Algérie. Parce qu'il y a eu, rappelez-vous, en 2019, le mouvement Irak, qui était un mouvement de jeunes, de femmes, de révolte sociale et non pas politique, qui a été complètement écrasé par le Covid.
et non pas par la politique, écrasé par le Covid. Et deuxième pays dans lequel il faut faire attention... Et par la police. Et par la politique, mais quand même. Par la police. Oui, c'est Bien ça. aidé par le Covid. Bien aidé par le Covid. Et puis le deuxième pays où il faut faire attention à la contagion, c'est l'Inde. C'est l'Inde. L'Inde, je rappelle les chiffres quand même, 46% de la population d'Inde a moins de 25 ans, et l'Inde, c'est 1,5 milliard d'habitants. L'Inde est leader dans les technologies informatiques, donc ils sont plus qu'hyper connectés, tous ces jeunes. 45% des diplômés du supérieur sont sans emploi. François Bujon de l'Étang. Alors, effectivement, il y a des raisons proprement marocaines qui expliquent l'accès de fièvre actuel. La maternité d'Agadir, par exemple, a révélé un phénomène qu'on pouvait constater, qui est le sous-développement des services publics. Et le fait que, au fond, le Maroc se développe, fait des grands travaux, il en fait particulièrement pour l'instant pour la préparation de la Coupe du Monde de football. Mais justement, l'étalage de ces grands travaux et de l'argent qui y est investi par le pouvoir jure avec, au contraire, le très mauvais état des services publics, l'éducation nationale, bien sûr, l'enseignement, mais aussi la santé, comme l'a tragiquement montré l'affaire d'Agadir. Alors, tout ceci amène à une société qui se développe, en effet, mais qui est une société à deux vitesses. Et lorsque le roi, avant son discours d'aujourd'hui, a dit qu'il ne voulait pas d'un Maroc à deux vitesses, il a raison. Mais c'est exactement ce qu'il a pour l'instant. Il y a une société à deux vitesses, et ça, c'est une spécificité marocaine qui explique un phénomène qui est en réalité un phénomène social plus qu'un phénomène politique, puisque les revendications sont toutes dans le domaine du social et pas dans le domaine du politique. Ce qui distingue beaucoup le Maroc de l'Algérie il y a quelques années, où le Irak était au contraire un mouvement très politique, finalement. Donc ça, c'est un point. Le second, c'est celui de l'effet de contagion, si vous voulez. Il y a toujours eu dans l'histoire des espèces d'accès de fièvre qui dépassent les frontières et qui finissent par se généraliser. On pourrait parler du printemps des peuples de 1848. Et Dieu sait qu'il n'y avait pas d'Internet et pas de réseaux sociaux à l'époque. Mais ça s'est répandu comme une maladie infectieuse, absolument. Et plus récemment, nous avons eu le cas des printemps arabes, bien sûr, en 2011, pour l'essentiel, 2012. Mais avant cela même, rappelez-vous, les campus américains protestaient contre la guerre au Vietnam et sont à l'origine, finalement, du déclenchement de mai 1968 en France, qui avait aussi des raisons spécifiquement françaises, mais il y avait un effet de contagion très très spectaculaire. Alors, aurons-nous de nouveau cette espèce d'accès de fièvre universel? C'est possible, mais quand vous regardez, vous avez parlé de Madagascar, de l'Indonésie, on voit bien qu'il y a des raisons très spécifiques et très différentes les uns des autres à chaque fois, mais l'usage des réseaux sociaux, Discord par exemple, c'est extraordinaire. Discord, c'est un réseau social américain, et c'est extraordinaire que ce soit aujourd'hui les Marocains ou les Malgaches, 150 000 Marocains sont sur Discord, c'est extraordinaire. Mais aussi sur TikTok, sur Instagram, vous trouvez cette contagion qui est en train de se matérialiser. Un dernier mot pour dire que la comparaison avec le Irak algérien est particulièrement intéressante, parce que voilà, deux pays du Maghreb qui d'ailleurs sont en très mauvaise relation l'un avec l'autre, mais qui connaissent des mouvements très très différents. Le Irak était vraiment un mouvement de soulèvement de la jeunesse algérienne contre l'absence de toute perspective, contre l'immobilisme politique, contre l'opacité du système, en même temps qu'elle était contre... Au Maroc, au contraire, on est respectueux de la monarchie, de l'institution monarchique, et très respectueux du roi. Donc on a un phénomène qui se ressemble, mais qui est en fait très différent. L'évocation de l'Algérie et du mouvement Irak est aussi l'occasion de rappeler que Boualem Sansal est toujours en prison et qu'il est toujours malade. Nous sommes arrivés à notre dernière séquence, la séquence des brèves, que j'ouvrirai en indiquant que la 21e édition des rencontres François Rabelais se déroulera à Tours du 4 au 6 novembre prochain. C'est une rencontre qui va s'intéresser aux éléments alimentaires, aux aliments et aux éléments culinaires inscrits au patrimoine de l'humanité. La première journée sera entièrement consacrée à un événement qui peut-être vous a échappé, mais c'est l'élection d'un cuisinier, d'un chef à l'Académie des Beaux-Arts, en l'occurrence l'élection de Guy Savoy, qui a joué un grand rôle dans l'inscription du repas gastronomique des Français sur la liste représentative du patrimoine culturel
immatériel de l'humanité. Et c'est donc lui, Guy Savoy, qui présidera cette rencontre 2025. On entendra la cinéaste Colline Serrault, le cuisinier Régis Marcon, le géographe Jean-Robert Pitt, qui a lui aussi joué un très grand rôle dans la question de l'inscription du repas gastronomique, le cuisinier Marc Eberlin, le pâtissier Pierre Hermé, l'historien Pascal Horry, le musicien Laurent Petit-Girard, musicien et compositeur, et l'architecte Jean-Michel Villemotte. Ce sont des rencontres qui reposent sur un principe dont elles tirent leur spécificité, le dialogue entre ceux qui pensent et qui pratiquent la cuisine et les observateurs et les producteurs de critiques, de discours gastronomiques et le monde des acteurs de l'alimentation d'autre part. L'éducation au goût, le végétalisme, le genre, l'Europe, la santé, le tourisme sont quelques-uns des sujets importants abordés durant les 20 éditions et on a également publié un dossier scientifique, le dossier scientifique de la baguette de pain, inscrite par l'UNESCO sur la liste représentative du patrimoine culturel de l'humanité. Marc-Olivier Pazis. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt le livre d'un économiste qui est actuellement président de l'université Paris Sciences Lettres, qui n'est pas l'économiste français le plus connu. Il s'appelle El Mouhoud et son livre s'intitule Le Prénom, sous-titre Esquisse pour une auto-histoire de l'immigration algérienne. C'est paru au Seuil. Il avait fait un livre précédemment dont on avait parlé ici, peut-être c'est même vous, Marc. Non. En tout cas, on en avait parlé avec force compliment. Oui, c'est un économiste dont les travaux de recherche portaient sur l'économie internationale et notamment les relocalisations industrielles, à une époque où ce n'était pas encore un sujet. Mais ici, il se livre à un exercice personnel de réflexion sur son parcours. Et j'ai été intéressé par cette démarche parce qu'on a peu de témoignages de ces enfants de l'immigration dont l'intégration et la promotion sociale sont réussies, puisqu'il est aujourd'hui président d'université. Il a été président de l'université Paris-Dauphine de 2022 à 2024. Et donc, c'est un témoignage qui contredit le discours de panique morale sur des populations inassimilables. Et donc, il illustre ce qu'on pourrait appeler une réussite silencieuse de l'intégration. Mais ce qu'il montre en particulier, c'est que dans ce travail, qui n'est pas simplement un travail d'héroïsation personnelle sur un parcours exceptionnel, ni d'ailleurs tellement sur la promotion par l'école, parce qu'il raconte son parcours scolaire qui n'a pas été si facile, sa réflexion montre que on ne peut pas s'intéresser simplement à un parcours individuel. Il faut insérer les trajectoires personnelles dans une histoire familiale. Et cette histoire familiale renvoie elle-même à la condition sociale du pays d'origine. Et c'est pourquoi il donne une description d'ailleurs passionnante du village kabyle dont sa famille est issue et avec lequel il est resté en contact. Et évidemment, ça tourne beaucoup autour de son prénom, parce que vous aurez remarqué quand je l'ai dit qu'il y a une sorte de répétition entre le prénom et le nom de famille, qui est lié à un héritage familial, à une fidélité de la manière dont on transmet les noms dans la généalogie kabyle. Et donc, je trouve que cet essai de réflexion personnelle sur son parcours a le mérite de faire découvrir une réalité complexe des histoires migratoires et aussi de la manière dont elles enrichissent notre propre histoire. Béatrice Gibelin. Et moi, c'est un ouvrage de David Grossman, qui est un des grands écrivains israéliens et qui a toujours été un militant de la paix et des deux États. Et ce titre de ce petit ouvrage, qui est un recueil, en fait, de textes, d'articles qui ont été écrits avant le 7 octobre 2023, puis 22, liés au 7 octobre 2023. Ça s'appelle « Le cœur pensant » et « Réflexion sur un chaos annoncé ». Parce que ce qui est très intéressant, c'est quand on regarde les textes antérieurs au 7 octobre, c'est comment il fait un diagnostic, qu'il dit qu'on va à la catastrophe, que la logique choisie par le gouvernement de Netanyahou ne peut que conduire à la catastrophe et surtout met en cause les valeurs mêmes de ce qu'est un État juif. Et qu'à partir de ce moment-là, il met en grand danger l'existence même d'Israël. Et qu'est-ce que c'est que d'avoir vécu toujours dans un pays où il n'y a pas eu un jour de paix
et où on se rend compte qu'on a des dirigeants qui ne font qu'aggraver cette situation. C'est écrit avec la plume de David Grossman. C'est un tout petit livre, mais c'est un grand écrivain. Nicole Nisotto. Alors moi, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler peinture pour vous recommander d'aller voir l'exposition du Luxembourg Soulage une autre lumière. Alors pour dire la vérité, moi je n'avais jamais vu un seul Soulage de ma vie, jamais. Il faut sortir le dimanche. Il faut sortir de temps en temps, mais oui, je vais ailleurs. Et j'ai été absolument ébloui, donc je partage avec vous mon éblouissement. Alors, dans cette exposition, ce sont uniquement des œuvres de papier, c'est toute l'intégralité des 130 œuvres en papier. Les 3/4 ont été faites au début de sa carrière, en 1946, juste après la guerre. Mais il a repris un peu le papier à la fin, vers les années 2000. Et ce sont des œuvres qui sont la plupart du temps faites au brou de noix, c'est-à-dire cette matière un peu brune, orange, noire, enfin que j'ai absolument découverte aussi. Je n'avais jamais pratiqué le brou de noix auparavant, ni la menuiserie. Et c'est tout simplement, extraordinaire. Il y a un accrochage qui est absolument parfait. Alors, ce qui est intéressant pour moi, c'est que donc, dans cette exposition, il y a aussi quelques vidéos de Soulage lui-même expliquant pourquoi, comment, etc. Et en fait, ça n'a strictement aucun intérêt. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'a rien à dire. Et quand on écoute ces vidéos, on se rend compte qu'il est habité par l'idée, par cette couleur, par cette recherche de couleur sur matière, mais qu'il n'a rien à dire pour l'expliquer. C'est vraiment tout à fait extraordinaire. C'est vraiment l'œuvre, la couleur qui s'impose à lui, et il est totalement, le média de quelque chose qui nous éblouit. Donc voilà, je vous recommande vraiment, c'est une exposition jusqu'au 11 janvier, tout à fait formidable. Puisque j'ai eu la chance de bien le connaître, je dirais que toute sa vie, Pierre Soulages a adoré expliquer, raconter. Il n'a jamais pu, et qu'il le faisait très bien, qu'il avait une très belle voix, qu'il avait cette silhouette qui allait avec, qu'il avait gardé jusqu'à la fin de sa vie une petite pointe d'accent aveyronais. Et Nicole, il ne vous reste plus qu'à aller dans ce musée à Rodez, qui lui a été consacré, qui est un très beau bâtiment, qui est une réussite sur le plan de la construction muséale, et qui a, depuis le début, la chance d'avoir un conservateur qui a été très soutenu par Pierre Soulages, mais qui fait un travail formidable, non seulement sur Pierre Soulages, mais sur des expositions temporaires d'artistes contemporains. François Bujon de l'Étang. Et à l'image de Nicole, moi je vais vous entraîner aussi loin de la politique et de l'économie, de domaines particulièrement anxiogènes par les temps qui courent, et dire simplement que j'ai découvert un très bon roman français. Ça fait plaisir, parce que je sais que la rentrée littéraire apporte 600 ouvrages ou quelque chose de ce genre, mais de temps en temps il en sort un. Il est d'ailleurs inscrit sur la liste préparatoire du Goncourt, mais je l'ai lu avec beaucoup de plaisir. C'est le roman de Laurent Mauvigné qui s'appelle La Maison vide. C'est alors contrairement à M. Grossman, c'est un fort volume de 750 pages, mais c'est un de ces romans dans lesquels on se laisse porter et engloutir avec beaucoup de plaisir. Il raconte l'histoire d'une famille française sur 4 générations à travers des personnages féminins, la grand-mère, la mère et l'arrière-grand-mère. C'est tout à fait remarquable, et d'une écriture que je trouve très maîtrisée, qui est difficile parce qu'elle est à mi-chemin entre le langage parlé et le monologue intérieur, au contraire. Et c'est une écriture qui rappelle un peu Claude Simon. Mais le livre est très lisible, il vous porte, il vous entraîne, et je vous le recommande chaleureusement. Sur ces paroles d'encouragement, je voudrais remercier Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré, qui va en assurer le compendium ou le compte-rendu analytique, Nicolas Tourneau, qui veille au site pendant que Olivier Magloire veille à toutes les questions et répond à toutes les questions qui tournent autour des plateformes de financement. C'est Adrien Beccaria qui, pour le studio L'Arrière-Boutique, a enregistré notre conversation, et c'est Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui nous produisent. Je vous donne rendez-vous mercredi pour notre prochain Bada de la série Si c'est pour la culture, on l'a déjà donné, et dimanche prochain pour un nouvel Esprit public. Merci.